Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ces émissions spéciales élections régionales des 20 et 27 juin. À ce stade des émissions, puisque j'ai eu à recevoir plusieurs listes sur ce plateau, j'aimerais quand même faire un point d'ordre, je dirais. Sur ce plateau, je n'ai aucune familiarité avec qui que ce soit, je n'ai pas de parents, je n'ai pas d'amis, et je tiens à ce qu'il y ait le respect de la fonction. Donc, je demande à ce que mon nom, c'est Madame Boissé, ce n'est pas Chère Yvelise ou autrement, autre chose. Je tiens absolument à ce qu'on puisse respecter ce plateau et respecter la fonction. Voilà, c'était pour une mise au point concernant ces émissions. Alors, nous avons au plateau ce soir la liste En avant pour l'alternative et puis une liste conduite par Alain Plaisir. Alain Plaisir qui est quelqu'un qui a eu à venir à mettre prise sur ce plateau, notamment pour se faire entendre et même avant, je dirais, de participer à une quelconque élection. Alain Plaisir est retraité aujourd'hui. Il est donc le président du CIPA et en 2015, il a eu à participer aux élections régionales. Clara Palmiste est, elle, enseignante, chercheur. Elle a un parcours politique, on va dire, qui débute tout neuf, puisqu'elle n'a jamais participé à une élection. Elle est militante du CIPA depuis 3 ans. À ses côtés, Damien Théophile, qui est chef d'entreprise, ancien pilote de ligne. Il n'a pas, lui non plus, participé à une quelconque élection, mais il est, lui aussi, membre du CIPA. Émilienne Dorlipo est assistante médico-administrative. Donc, c'est une femme qui a eu un engagement politique qui date de 2004, où elle était aux côtés de Richard Yacoub. Et puis en 2020, aux élections municipales de Sainte-Rose, aux côtés de M. Séné, militante du CIPA depuis 2018. De l'autre côté du plateau, Michel Brard est enseignant. Il a un parcours politique qui a débuté en 2001, ensuite en 2008 et en 2020, où il a participé aux élections municipales en tant que tête de liste. Conseiller régional de 2010 à 2015, il est devenu membre du CIPA récemment, c'est-à-dire depuis 2020. Guylaine Jeanne est fonctionnaire territoriale. Elle est présidente du Renouveau Gauziérien. En 2020, elle a été candidate aux élections municipales du Gauzier. Elle est actuellement conseillère municipale de l'opposition. Bernard Leclerc est écrivain marie-galantais. Il a un parcours politique qui a débuté en 2008 au municipal. Il était aux côtés de José Toribio, ensuite sur la liste de Jean Girard à Marie-Galante en 2014. Et puis, il est le président d'Ambition Guadeloupe et militant du CIPA. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Voilà, je débuterai avec vous, Alain Plaisir. Donc, on vous connaît sur, on va dire, des sujets, des thèmes bien précis. Alors, c'est vrai que en 2015, vous étiez aux élections régionales. Vous avez toujours une ligne. Vous avez parlé de l'octroi de mer, etc. Donc, on peut dire que aujourd'hui, alors que vous avez déjà sensibilisé les Guadeloupéens sur plusieurs sujets, vous avez bon espoir que les Guadeloupéens ont bien compris et qu'ils porteront leur suffrage sous le nom de votre liste? Oui, on a espoir, parce qu'on travaille depuis des années, et particulièrement depuis 5 ans. On a fait un grand travail militant, et nous avons beaucoup de personnes. D'ailleurs, ici, il y a toutes ces personnes, la plupart n'étaient pas avec nous en 2015. Donc, le CIPA a progressé. Nous avons fait adhérer de nombreuses personnes, des jeunes, des moins jeunes, des enseignants, des intellectuels, des artisans, des ouvriers. Et nos idées font leur chemin, si bien que beaucoup de gens
beaucoup de listes, beaucoup de personnes reprennent nos idées. Donc nous avons espoir parce que nos idées sont en train d'aller dans la société et ces idées deviennent majoritaires. Donc comme les idées sont majoritaires, forcément les suffrages vont se porter sur notre liste et nous avons espoir de vraiment créer la surprise dans une semaine. On va créer une grande surprise et nous avons tout à fait confiance. Grande surprise, vous avez confiance. Alors Alain Plaisir, il y a vraiment une interrogation qui revient puisque aujourd'hui on retrouve à ces élections régionales plusieurs listes, on va dire, qui portent quelque part les mêmes idées que vous et plusieurs s'attendaient à ce que vous puissiez avoir une liste commune et présenter un projet aux Guadeloupéens. Oui, alors je sais qu'il y a une liste qui a à peu près les mêmes idées que nous, mais simplement, nous, on existe depuis 10 ans et les idées que nous les portons depuis des années. Et donc, s'il y a une autre liste qui a fait son apparition très récemment, tant mieux. Tant mieux s'il y a d'autres qui portent les mêmes idées que nous. Mais nous, on a décidé de très tôt, depuis 2 ans, d'aller aux élections régionales. Et on a fait notre déclaration assez rapidement. Donc, il y a une autre liste qui a décidé d'aller aux élections. Mais je vous fais remarquer que si les élections avaient lieu en décembre, s'il n'y avait pas eu de report à cause du Covid, cette liste n'aurait pas pu se présenter. Or, nous avions déjà fait notre déclaration et chacun défend ses idées. Donc, le premier tour, c'est pour cette raison qu'il y a un premier tour, c'est que chaque organisation politique, puisqu'il s'agit bien, ce n'est pas des associations, ce ne sont pas des copains qui vont aux élections, ce sont des organisations politiques. Et nous, en tant qu'organisation politique, on a décidé de porter les idées du CIPA lors de ces élections régionales. Et nous avons donc travaillé avec des personnes depuis quelques mois qui nous ont rejoints, comme le Renouveau Gozirien, comme Ambition Guadeloupe, d'autres aussi, comme Cap Esther, et l'organisation aussi de Joseph Séné à Sainte-Rose. Donc, il y a un travail de fond qui a été fait, et ce n'est pas simplement une addition de personnes, c'est véritablement un consensus sur un projet politique. Et donc, bon, après, on ne peut pas non plus faire l'unité à tout prix. L'unité, comme dirait un ancien, l'unité c'est un combat. Et peut-être que dans quelques années, l'unité sera possible, mais ça nécessite un travail de fond sur le programme, sur les idées, sur plein d'éléments qu'on ne peut pas régler comme ça d'un coup de baguette magique. Les Guadeloupéens ont le choix. 12 listes pour ces élections régionales. Qu'est-ce qui fait votre différence? Madame Boissé, vous connaissez la différence. Vous savez, vous avez reçu beaucoup de fois ici, où j'ai développé des thèmes, comme la conquête du marché intérieur, comme la préférence guadeloupéenne, comme la question des fonds européens, comme la question de la mer, la zone économique inclusive. Donc il y a un travail qui a été fait, et de plus en plus de Guadeloupéens reconnaissent ce travail. Donc il ne s'agit pas d'aller aux élections pour faire un coup, il ne s'agit pas d'aller aux élections pour avoir un mandat, ce n'est pas notre style. Nous allons pour porter un projet politique. Et ce projet politique, nous allons le porter dès cette année. Mais au-delà du projet, du programme, parce qu'il s'agit d'un programme pour les élections, nous avons un véritable projet. Et le projet, c'est un statut de pays et territoire d'outre-mer. Donc un statut qui permettra à la Guadeloupe de mettre en œuvre une autre politique. Et cette autre politique, nous l'appelons l'alternative. Et c'est ça qui fait la différence, parce que la plupart des listes veulent aller à la région pour mettre en place l'alternance, c'est-à-dire remplacer celui qui est là. Et nous, ce n'est pas l'alternance, il faut passer par... C'est quand même le remplacer un peu. Oui, il faut changer les hommes et les femmes qui sont là, mais ce n'est pas pour faire comme eux, c'est pour faire autre chose. Et donc, ça fera la différence. Avez-vous l'impression, puisque je me fais un petit peu le relais de ce que les Guadeloupéens disent, avez-vous l'impression que les uns et les autres ont piqué les idées de tel ou tel quand vous lisez les listes, Alors, je vous pose la question, non, et c'est vrai que je me colle à tout ce qui se dit. Les idées vont et viennent, les idées passent d'une liste à l'autre. Nous étions les seuls à dire pendant des années conquête du marché intérieur. Je vois qu'il y a d'autres listes qui reprennent ce thème-là. Nous étions les seuls à dire qu'il fallait donc développer la mer, la zone économique exclusive. Ouais. Nous étions les seuls à dire qu'il faut des unités de dessalement de l'eau de mer, parce qu'on ne peut pas régler le problème de l'eau simplement en captant de l'eau des rivières. D'autres listes l'ont avancé aussi. Oui, mais ils ont avancé après nous. J'ai vu aussi une liste parler de suppression de l'octroi de mer sur l'eau.
Vous m'avez reçu plusieurs fois, ce n'est pas dans le cadre d'élections, où j'ai toujours défendu cette idée que l'eau, c'est quelque chose qui est vital, elle ne peut pas être taxée. Elle devrait même être gratuite. Et elle n'est pas gratuite, mais en aucun cas, elle ne devrait être taxée. Or, elle est taxée de l'octroi de mer régional et qui est la compétence de la région. Et nous avons dit dans notre programme que nous allons rentrer et tout de suite, nous allons mettre en place une réunion et on va voter une délibération pour supprimer l'octroi de mer sur l'eau. Et nous allons faire la même démarche en direction de l'État pour supprimer la TVA sur l'eau. On y reviendra tout à l'heure. On développera tout ça tout à l'heure. Donc, vous n'avez piqué les idées de personne, c'est ce qu'on peut retenir. Non. Mais vous avez entendu les échos, je pense que c'est plutôt le contraire. Merci Alain Plaisir et je me dirige du côté de Clara Palmiste. Donc, aucune participation à une élection. Pourquoi vous engagez pour ces élections régionales et notamment aux côtés d'Alain Plaisir? D'accord. Alors, oui, bonjour. Il faut comprendre que l'engagement politique ne vient pas d'un coup. C'est-à-dire que moi, je suis passée par un engagement plutôt associatif. Et c'est à travers cet engagement associatif que je me suis rendu compte des réalités du terrain. Je me suis rendu compte de dysfonctionnements, mais également de potentialités sur le territoire, des hommes, des femmes qui travaillent, des fois souvent dans l'ombre. Et j'en faisais partie. Ensuite, j'ai été introduit au CIPA par une amie qui militait déjà. Et le CIPA, les valeurs du CIPA me plaisent, m'ont plu à cette époque. Et ça entrait, je pense, ça faisait partie aussi d'un cheminement, puisque finalement, même si beaucoup se disent apolitiques, on ne l'est pas. On participe d'une façon ou d'une autre à la vie politique de chez nous. Et les idées du CIPA ont fait du chemin, ça a fait son chemin. Et je me reconnais dans les valeurs du CIPA. Et je pense que dans cette possibilité aussi qu'on donne aux jeunes de pouvoir intégrer un parti qui donne aussi de la place à des jeunes pour pouvoir faire avancer les idées, etc. Donc cet aspect m'a beaucoup plu. Alors, voilà. Donc, sur cette notion faire de la place aux jeunes, mais les jeunes disent surtout retirez-vous et donnez-nous la place. Hein. Alors, oui, mais en même temps, je pense qu'on ne peut pas, dans une gestion politique, on n'a pas seulement des jeunes ou des vieux. Je veux dire, c'est vraiment un ensemble intergénérationnel. Mais ce que j'ai beaucoup aimé au CIPA, c'est que quand vous y entrez pour les bonnes raisons. Je ne suis pas entrée au CIPA pour avoir une place. Je suis entrée au CIPA parce que j'étais intéressée à travailler et à continuer à faire le travail que je fais déjà avec des associations dans différents domaines relevant un peu de ma compétence. Et je pense que c'est ça qui est intéressant parce que beaucoup de jeunes ne savent pas comment intégrer les partis politiques. On ne leur donne pas les moyens, on ne leur donne pas les clés de lecture pour qu'ils puissent s'engager. S'engager, c'est un acte militant. S'engager, c'est aussi connaître la réalité du terrain. S'engager, c'est de proposer des idées, de faire avancer les débats contradictoires. Confiance vis-à-vis de la chose politique. Oui, en effet, c'est vrai que pour un jeune qui regarde l'actualité politique, entre les scandales et détournements de fonds, d'argent public, etc., c'est vrai que c'est un peu rédhibitoire. Mais justement, c'est-à-dire qu'il faut peut-être donner une autre image de cette politique, de personnes qui sont intègres. Et je pense que la figure d'Alain Plaisir est importante parce qu'elle en fait, on va dire elle montre aussi... Il n'a pas de casserole, c'est ça. Voilà, en gros, il n'a pas de casserole. Et puis, ce sont des valeurs qu'on voit sur le terrain. Ce n'est pas seulement du blablabla. C'est des choses concrètes que nous, en tant que militants, on voit. D'accord. Alors, vous ne craignez pas que lorsqu'il sera élu, s'il l'est, qu'il puisse avoir des casseroles? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Regardez un peu les préconisations qu'il fait au niveau de la gouvernance du conseil régional. Il arrive à proposer des choses que je crois qu'aucun homme politique ne propose. C'est qu'il dit que pour obliger et pour s'assurer que les hommes politiques ne piochent pas dans la caisse, on peut même aller jusqu'à hypothéquer leurs biens. En hypothéquant les biens, on est sûr que, écoutez, si vous commettez une faute grave, on saisit vos biens.
Et je crois que c'est le seul à le proposer. Donc, vous comprenez que, voilà, pour nous, pour moi, c'est une évidence. C'est une garantie, effectivement. Damien Théophile, donc vous aussi, vous n'avez pas de parcours politique, vous êtes chef d'entreprise, vous avez été pilote de ligne, vous êtes membre du CIPA. Qu'est-ce qui vous a plu chez Alain Plaisir ou chez le CIPA? Alors effectivement, je ne fais pas de politique à proprement parler. En tout cas, c'est très récent. On me voit ici sur ce plateau, on dirait oui, je m'inscris dans un cadre politique, effectivement. Mais en fait, ça vient du cheminement simple que je me suis quand même posé des questions pendant ce confinement. Sur quoi? Sur la fin du confinement. Je me suis rendu compte que, en fait, pendant le confinement, petit à petit, on voyait les bateaux n'arrivaient plus, les avions non plus, très peu. Et on voyait les magasins de distribution en alimentaire, petit à petit, ne plus rien proposer. Proposer très peu de choses. Je me suis dit, il y a un problème quand même. Si on est trop dépendant de la France, de l'Hexagone. Je me suis dit, c'est pas normal quand même qu'on craigne de ne pas pouvoir se nourrir. Est-ce que vous avez un petit jardin créole déjà? Moi non. J'en ai pas, mais ça fait réfléchir. On se dit, c'est pas normal. Alors, un petit jardin créole, c'est bien. Mais le faire comme ça, si chacun le fait, bon, ça sera déjà bien. Mais ce qu'il faut voir, c'est à une plus grande échelle. On ne peut pas dire, oui, ça, d'un seul coup, il y a des gens qui se sont dit, bon, ben voilà, on va faire notre petit jardin, ça va aller mieux, etc. Non, il faut qu'on ait des moyens beaucoup plus importants, à plus grande échelle, pour pouvoir être autosuffisant alimentairement. C'est ce qui m'a fait tilt, en fait. Ça m'a un petit peu... En fait, le confinement vous a servi. Voilà, ça m'a servi, voilà. D'une certaine façon, je me suis assis, je me suis dit, c'est une drôle de situation quand même. Et puis quand j'ai vu ce qui se passait autour de nous, ça m'a fait réfléchir. Moi, sans faire de politique à proprement dit, j'ai quand même créé 2 associations. Après, j'ai été délégué syndical quand je travaillais dans une entreprise, dans le secteur aérien. Finalement, c'est quoi? Ce genre de comportement, c'est défendre les intérêts généraux, vous voyez. Donc, quelque part, c'est ça la politique. La politique, c'est pas défendre sa personne, c'est défendre un intérêt général. Et donc, voilà ce qui fait que je me suis inscrit dans cette démarche. Et pour répondre un petit peu plus précisément... Alors, nous aurons le temps d'y revenir. On fait un petit tour de plateau, rapidement avec tout le monde, et puis nous reviendrons avec vous. Émilienne Dorlipo, vos motivations, qu'est-ce qui vous a poussé déjà à rejoindre le CIPA? Alors, vous êtes sortie de M. Yakou pour arriver au CIPA, qu'est-ce qui... Sortie de M. Yakou, non, pas vraiment, parce que je n'ai pas quitté Sainte-Rose. M. Yakou est encore à Sainte-Rose. Il n'est plus en politique, mais il y en a d'autres à Sainte-Rose qui font de la politique. Ce qui me rapproche de M. Plaisir, c'est l'homme. L'homme respectueux, l'homme qui inspire confiance. Et je peux vous dire que j'ai fait les élections municipales avec M. Joseph Séné. Je retrouve le même type d'homme, M. Yakou, M. Séné, M. Plaisir, des hommes de valeur, des hommes qui disent franchement qui ils sont et des hommes qu'on n'a pas entendus dans des scandales. Et c'est donc c'est l'homme, pas les idées? Les idées, certes. Les idées, certes. Mais je lui ai dit, quand on a discuté la première fois, moi j'ai suivi le LKP, pas seulement à la télé, je me disais avec des enfants petits, je lui disais, on ne peut pas regarder passer l'histoire à la télé. Il faut être sur le terrain. Donc j'ai emmené mes enfants, mes neveux, sur le terrain, mais le soir, il fallait regarder quand même. Et voir M. Alain Plaisir, c'est la différence qu'il faisait. Je me dis, cet homme-là, il faut qu'il ait un poste en Guadeloupe. Il s'exprime correctement, il parle correctement de ce qui est la politique en Guadeloupe, la vie chère, la baisse de l'essence, le panier de la ménagère. Nous n'avons pas de richesse, nous.
Nous voyons les hommes politiques parler de millions, mais nous comptons des centimes d'euros. Donc quand on voit ça, on se dit, voilà un homme qui peut faire quelque chose avec nous et pour nous, pour Et cette qui Guadeloupe. saura compter les millions. Qui saura compter. On est obligé de compter les millions, de gérer les millions. Mais on n'est pas obligé de parler tous les jours de millions, parce que tout le monde n'a pas de millions. Les privilégiés ont des millions. Et les millions appartiennent à la société. On ne les distribue pas nous-mêmes. Ce sont les millions de la société, donc ce sont nos millions à nous. D'accord, Michel Bras. Alors, vous avez un parcours politique, vous êtes dans une continuité, on va dire. Ce serait surtout sur le choix d'Alain Plaisir. Je me permettrai de dire une chose. J'ai connu Alain Plaisir fin des années 1900, c'est-à-dire où on travaillait énormément, et si je peux m'exprimer ici, avec Victor Huel, parce qu'à ce moment-là, on souhaitait mettre quelque chose en place. Et c'est vrai que j'ai eu à le connaître, travailler avec lui sur un certain nombre de domaines. Puis, bon, compte tenu, je dis, des évolutions des choses, j'ai continué dans ma démarche. Comme je vous dis, j'étais conseiller régional de 2010 à 2015. J'ai continué dans ma démarche. Et chemin faisant, compte tenu de mon expérience aussi à la région, ça, il faut le dire, et je le répète souvent au niveau des conférences, que j'ai eu à voter 5 fois quand même 500 millions. D'accord, ça fait à peu près 500-600 millions. C'était pas vos millions. Non, vous avez bien entendu, j'ai eu à voter. Pas, à la limite, je ne me suis pas distribué, j'ai eu à voter. Et donc, vous regardez en fait quelque part quelles sont les répercussions, je dirais, de ces votes-là. Qu'est-ce que ça a produit réellement en Guadeloupe? Et je me suis rendu compte en fait que les problèmes essentiels, les problèmes primaires de la société n'étaient pas réglés. Et compte tenu de cela, et évidemment, on sait avec les différends que j'ai eus, je dirais, avec la majorité régionale de cette époque, je ne me suis plus retrouvé sur la liste, et je me suis posé certaines questions. Et vous avez quand même eu à voter ces sommes Non, d'argent. pendant la mandature, oui, je n'ai pas de problème là-dessus. J'ai eu à voter, j'ai eu à quelquefois m'abstenir pour certaines choses, mais en fait, j'ai eu à voter ces millions, parce que j'estime que tant que je faisais partie de la majorité, donc je devais suivre un certain nombre de règles. Mais ceci dit, lorsque vous regardez, je dirais, les conséquences de votre action, lorsque vous regardez comment, je dirais, évolue cette société, comme une fois on me disait, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais on a fait près de 80 millions d'excédents, et vous voyez en face les problématiques de la société. Ça vous ronge quelque part. Vous dites, mais pour qui j'ai un café, à la limite, disons, population, que nous sortis fait 80 millions, et nous avons une difficulté des fois à vendre une petite bouteille d'eau, à payer acheter en commission, à faire un certain nombre de bouteilles. Et ça pose quelquefois des problèmes. Et donc, compte tenu aussi, je finis, je dirais, de l'engagement de M. Alain Plaisir, la façon dont il a présenté un certain nombre de dossiers, je me suis dit, attends, Michel, mais attends, signons côté ouais, et peut-être côté plus difficile là, on a dit bien, Alain pas favori à Poncours, mais en croyant que nous tout y favori, nous tout envirivé parce que nous tout envions notre butin pour pays là. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de favori quand on regarde les élections précédentes? Est-ce qu'on peut encore fonctionner comme cela? Vous-même, permettez-moi de le dire, et quand je dis vous au sens journaliste, vous pensez toujours que les favoris, ce sont ceux-là. Et donc, alors, vous n'êtes pas dans la tête de tous les journalistes. Non, je suis d'accord avec vous, mais j'ai cette petite impression souvent que vous classez les choses, et peut-être pas de façon, je dirais par méchanceté, loin de moi cette pensée, mais quelquefois, je dirais, de par... Alors, nous avons quand même une analyse qui est quand même très juste, je dirais, puisque nous savons qu'il y a quand même un électorat volatile. Et si on analyse les dernières élections, nous savons fort bien que nous ne pouvons pas fonctionner comme ça, toujours mathématiquement, en disant cela. Voilà, c'était juste en aparté. Je passe la parole à Guylaine Jeanne, puisque la population ne parle pas en termes de favoris. Je pense qu'elle regarde aujourd'hui au plus près des hommes et des femmes. Voilà pourquoi je vous ai dit, dans notre cœur et certainement dans le cœur d'un bon nombre de la population, Alain, quelque part, celui qui représente mieux les intérêts de cette population. Maintenant, Guylaine Jeanne, vous êtes jeune, vous avez fait vos débuts en politique en 2020.
J'ai l'impression quand même que ce mot jeune quelquefois dérange et quelquefois dérange et que les jeunes ont peur de dire qu'ils sont jeunes parce qu'il y a peut-être une connotation négative sur ce mot. Ah, non, non, pas du tout, pas du tout. Bon, j'ai passé, ça fait un petit moment, mes 20 ans, mais enfin, pas du tout. Je considère effectivement que la politique n'est ni une question de génération, ni une question de genre, j'ai envie de dire. Donc non, ça ne me gêne pas du tout. Dans tous les cas, il faut simplement avoir des idées, des compétences à développer. Voilà, alors quel est votre apport sur cette liste? Est-ce que vous avez été choisi ou que vous êtes parti vers Alain Plaisir parce que justement, vous vouliez, je reste sur cette partie, vous vouliez faire entendre la voix des jeunes? Alors, je le dis encore, et je vais répondre à votre dernière question. Je le dis et je me répète. La politique n'est pas une question de génération. Je ne porte pas la voix des jeunes comme je ne porte pas la voix d'une certaine génération. Je porte un certain nombre de valeurs et d'une vision pour la Guadeloupe, tout simplement. Pourquoi je suis aujourd'hui aux côtés d'Alain Plaisir? Simplement, et comme je le dis, les valeurs que nous défendons, les valeurs d'éthique, et donc d'autres l'ont dit avant moi, l'éthique en politique, loin des scandales politiques. Voilà ce que disait déjà le renouveau gauzérien lors des élections municipales de l'année dernière, de 2020. L'éthique et l'intégrité en politique est importante. Et nous voyons bien tout ce qui se passe aujourd'hui, qui défie effectivement la chose politique et qui défie effectivement la population vis-à-vis du monde politique. Ça, c'est une première chose. Je suis aux côtés d'Alain Plaisir parce que je crois fondamentalement en la vision qu'il a pour la Guadeloupe. Et nous avons eu à nous rencontrer, n'est-ce pas, Alain, lors des échéances municipales, où je me suis rapprochée d'Alain Plaisir par rapport aux idées qu'il développait. Et d'autres l'ont dit avant moi, nous n'avons pas de richesse en Guadeloupe. Ou plus ou moins, que je m'exprime. Nous avons des richesses que nous ne développons pas, que nous valorisons pas. Et aujourd'hui, tant que nous n'allons pas mettre en place effectivement un certain nombre d'actions, un certain nombre de structurations pour produire, la Guadeloupe effectivement sera dans un état macabre, celui que l'on voit actuellement. Donc voilà l'approche. C'est l'approche effectivement du renouveau gauzérien. D'abord l'éthique de l'homme, l'idéologie, effectivement, qui développe la vision que nous avons. Et nous l'avons dit au conseil municipal, nous avons des problématiques effectivement économiques, fondamentales qu'il faut régler. Nous avons des problématiques sociales qu'il faut régler et l'un ne va pas sans l'autre. Merci, donc, voilà. Merci. Bernard Leclerc, vous êtes aux élections, vous suivez votre ligne, vous vous êtes retrouvé dans les idées d'Alain Plaisir, puisqu'on connaît les idées véhiculées par Ambition Guadeloupe. Absolument. C'est-à-dire que j'ai rejoint Alain Plaisir tout simplement parce que au niveau d'Ambition Guadeloupe, nous avons donc plus une philosophie politique par rapport à la Guadeloupe, une politique réelle. Nous réfléchissons sur les choses. Nous n'avons pas des divergences, mais en camarades politiques, nous avons décidé donc de voir comment on pourrait s'organiser, mais sans pour cela rentrer dans des partis un peu extrémistes. Donc voilà, c'est un petit peu ça la philosophie. Donc quand j'ai analysé qu'il y a quelques mois, c'est tout naturellement et avec une énorme facilité que j'ai pris contact avec Alain et que depuis, on a l'impression de se connaître depuis très longtemps. Alors, je rappelle quand même qu'en 2015, qu'il y avait un rapprochement qui devait se faire. J'étais tout à fait favorable et je pense que ça a été une erreur de ne l'avoir pas fait puisqu'on a fait 4700 voix. Je ne sais plus combien avait fait le CIPA à l'époque. Pourquoi ça ne s'est pas fait? Mais tout simplement parce que les gens voient différemment et quand il y a des... Quand vous parlez des gens, vous parlez de qui? Non, à l'époque, Ambition Guadeloupe en 2015, j'étais bien sûr sur la liste et tout, mais la tête de liste à l'époque... Non, c'est pas une question de poids, c'est-à-dire que il y a quelqu'un qui décide, il y a une voix, moi je ne m'oppose pas systématiquement aux gens, je regarde, mais j'avais déjà réfléchi à l'époque que ça aurait été une très bonne chose. Et on en a discuté, effectivement, ça ne s'est pas fait. Et il n'y a pas de hasard, puisqu'il n'y a pas de recherche systématique, il n'y a pas eu de filtrage. Ça s'est fait avec une très grande facilité. Et je ne sais même plus qui c'est qui a rencontré l'autre. Et depuis qu'on s'est retrouvés, il y a quelque chose entre Alain Plaisir et moi, c'est que moi, je respecte quelqu'un qui écrit. Je ne sais plus combien de Guadeloupéens dans la politique qui écrivent. Moi, Alain Plaisir, ça fait des années, donc effectivement, on entend parler de lui. Mais moi, ce qui est fondamental, quand un individu
passent Pour des ceux qui nuits ne blanches. vivent pas, vous ne les respectez Non, pas. je dis tout simplement que c'est un apport, c'est un gage, c'est un ciment, c'est une rectitude, une colonne vertébrale en plus pour un homme. Quelqu'un qui écrit, il peut être prêt à défendre à n'importe quel moment. Tout ce que les gens disent aujourd'hui en politique, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Les livres, Alain Plaisir aujourd'hui a une dizaine de bouquins. C'est comme moi, c'est fondamental d'écrire. C'est Merci. fondamental. Donc, je veux dire, à partir de là, l'homme ne peut pas transiger, ne peut pas être pris en défaut et être différent de ce qu'il écrit. Pour moi, déjà, ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et même au niveau mondial, regardez Merci. bien les hommes politiques, les grands hommes politiques ont souvent écrit noir sur blanc et sont définis par rapport à leur écriture. Merci beaucoup. Nous marquons une pause et nous reviendrons avec vous pour la deuxième partie de cette émission. Voilà, nous revenons avec nos invités pour cette deuxième partie d'émission. Et vous qui êtes à la maison, préparez d'ores et déjà vos questions, puisque lors de la troisième partie, nous aurons à récupérer vos appels, vos questions pour les membres de cette liste en avant pour l'alternative. Nous débutons avec Clara Palmiste sur le thème qu'elle a choisi, ou du moins qu'elle a tiré au sort. Allez-y. La gouvernance. Oui, Bon, alors... très beau thème. Oui, très, très, très intéressant d'ailleurs. J'ai plaisir à dire que voilà, c'est rare de demander à un cordonnier d'expliquer un autre métier, par exemple le métier de peintre ou de boulanger. Dans les grandes lignes peut-être, mais dans les détails techniques, ça va être un peu compliqué. On n'aura pas le temps Voilà. de développer dans les Très bien, petits détails, très bien. mais dans les grandes lignes, justement. Alors, dans les grandes lignes, alors moi, quand on me parle de gouvernance, surtout par rapport à la région, je pense surtout au bon fonctionnement de l'institution, en matière de décision et en matière aussi de personnes. Alors, pour moi, une bonne gouvernance, c'est aussi une gouvernance qui est intègre, transparente. Voilà. Et ça, je pense que c'est les récentes affaires politico-judiciaires nous montrent qu'il faut effectivement un point, qu'on accentue ce point-là, parce que la confiance des électeurs dépend également de cela, des jeunes comme des plus aguerris. Il faut qu'on revienne à des valeurs en politique. Il faut plus de contrôle, selon vous? Beaucoup plus de contrôle également, tout à fait. Quand je parle aussi de bon fonctionnement de l'institution, je voudrais aussi accentuer l'aspect des priorités à la région en ce moment par rapport aux difficultés locales, c'est-à-dire tout ce qui concerne la vie chère, tout ce qui concerne le problème de l'eau, des sargasses, etc. Il faut qu'on ait une région qui soit réactive sur certaines questions. Ensuite, il y a bien sûr les axes stratégiques, voire les compétences de la région. Et on est, c'est vrai, au niveau national sur l'aspect du renouvellement de ces relations État-région. Et on aimerait, bien sûr, une région beaucoup plus responsable et beaucoup plus attachée aux réalités locales, et cela dans tous les domaines. Alors justement, que pensez-vous du contrat de gouvernance concertée? Alors, le contrat à l'initiative, bien sûr, de la liste, continuons d'avancer. Alors, le contrat, c'est vrai que je ne suis pas très au courant de ce contrat qui est proposé. Peut-être mes colistiers en savent plus. Voilà. Voilà. Donc, ça doit être une proposition qui nous a échappé dans la mesure où... Nous aurons... Alors, c'est un contrat de gouvernance. Sans commentaire, voilà. Vous n'êtes pas pour... Je voulais pas le dire, vous n'êtes mais pas pour... c'est sans commentaire pour nous. Voilà. C'est une opération politique pour tromper les électeurs. Mais bon, contrat, non. Le seul contrat qu'il devrait y avoir, c'est qu'il y ait une assemblée unique en Guadeloupe. Oui. Or là, on a l'impression que c'est une opération bassement politicienne pour dire, bon, mais voilà, on va travailler ensemble. Mais ça va de soi que la région et le département sont amenés à travailler ensemble. Ils doivent travailler ensemble? Oui, non, mais il y a des compétences partagées. Hein. Je reprends la question des routes.
Maintenant, c'est Route de Guadeloupe qui fait toutes les routes départementales, nationales. Alors qu'avant, c'était la région qui faisait les routes nationales. Donc, il y a déjà un embryon de travail en commun. Il faut Nous reviendrons avec vous. Allez, plaisir sur l'ensemble et vous pourrez rajouter ce que vous souhaitez sur ce thème, la gouvernance. Sinon, vous avez terminé ou vous voulez rajouter quelque chose? Oui, alors, qu'est-ce que je vais rajouter de plus? Je suis tout à fait d'accord avec la position d'Alain Plaisir sur le fait que ce travail obligatoire entre région et département... Donc, pas besoin de l'acter, pas besoin de prendre un engagement là-dessus. Disons que c'est je pense, dans la suite des choses. Nous, à la région, on est pour une transformation progressive qui amènera à un statut de PTOM. Donc, pour nous, la vision, elle est très claire. On n'est pas en train de rabibocher les choses. On n'est pas en train de faire des propositions hasardeuses. Pour nous, c'est très clair. Il faut préparer la Guadeloupe. Et là, on est dans cet objectif de préparer la Guadeloupe vers cet objectif d'autonomie. D'accord. Damien Théophile, qu'avez-vous choisi? Alors, c'est pareil, j'ai pas choisi, j'ai tiré au sort. C'est votre choix quand même. Vous auriez pu avoir... Du coup, ça tombe bien parce que ça concerne l'aérien. Ça concerne l'aérien, donc... Pas possible, ça c'est un truc à lui. C'est bien. Je peux en parler effectivement de l'aérien. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, déjà, vous avez vu avec les événements de ces derniers temps, l'aérien a pris un sacré coup. Et alors que c'était un domaine qui était vraiment en expansion et avec une augmentation du trafic estimée à 10% chaque année, c'est énorme, énorme, énorme. Et là, d'un seul coup, là, il y a un frein vraiment important. Cela dit, on vit, la Guadeloupe est une île dans l'archipel des Petites Antilles, dans la Caraïbe. Forcément, elle a besoin d'avoir un aérien, enfin ce domaine qui soit vraiment considéré. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde, permettez, ce qui se passe, c'est vrai qu'on parle du maritime. Aujourd'hui, il y a Marie-Galante, la Désirade, et lorsqu'on regarde avec les récents événements au niveau de la mer, on a appris à mettre des barrages en mer. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire pour promouvoir l'aérien, notamment dans la desserte intérieure? Mais c'est exactement ce dont je voulais parler. Vous m'avez devancé. Petit à petit, le secteur aérien ici, en Guadeloupe, s'est focalisé en grande partie sur le long courrier, en délaissant un petit peu les dépendances proches. On est un archipel où on a des aérodromes sur Marie-Galante, sur les Saintes, sur la Désirade, même à Baïf. Et tout ça, on a laissé ça mourir. On a la chance d'avoir cette diversité et on est un archipel. Et bien d'autres avant nous l'ont pensé et ils avaient développé ça. Et petit à petit, les compagnies qui sont venues ici, principalement basées maintenant, qui sont en place, ont délaissé ces dépendances au profit du long courrier. Pourquoi? Parce que ça rapporte plus d'un coup. Alors vous, à la région, que ferez-vous? Je pense que c'est quelque chose qui. Niveau-là. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment penser aux dépendances. On a déjà les infrastructures qui sont là en place. Penser à avoir des compagnies adaptées, des petites compagnies. Enfin, quand je dis petites compagnies, avec des avions vraiment adaptés. Faire une étude vraiment pour la rentabilité de ce genre de structure, pour qu'on puisse avoir que les dépendances puissent être mieux desservies, enfin desservies, puisque maintenant elles ne le sont plus au niveau de l'aérien, pratiquement pas. Donc je pense que ça c'est un point important. Un autre point important aussi, c'est que la Guadeloupe est située au niveau de la Caraïbe et au niveau des Petites Antilles au centre. Et ce qu'il faut penser, et là c'est à une plus grande échelle,
parce qu'il faut voir les choses un peu de façon plus large. La Guadeloupe pourrait être aussi un hub, c'est-à-dire un point central à partir duquel on pourrait développer l'aérien sur la Caraïbe. C'est-à-dire au départ de Pointe-à-Pitre, pouvoir faire Panama, comme ça se faisait à un moment, ça a été supprimé, faire plus éclater sur l'Amérique latine, pour aller prendre des connexions, parce que pour aller par exemple en Amérique latine, soit on doit aller vers le Brésil et après éclater vers le sud, ou alors aller en République dominicaine ou à Miami, alors que la Guadeloupe est située d'un point de vue géographique au centre, et c'est vraiment une île à partir de laquelle on peut exploiter un hub. Merci. Merci à vous. Maintenant, votre thème, Madame Dorlipo. Mon thème que je n'ai pas choisi, mais que vous m'avez donné, Madame Boissé. Vous l'avez choisi parmi d'autres. Oui. Alors, mais qui est tout de même assez intéressant, la coopération régionale. Alors, la coopération régionale existe déjà dans le domaine sport, dans les domaines sportifs et culturels, mais elle n'existe pas vraiment. Pas un petit peu dans le domaine de la santé? Oui, un petit peu, parce qu'on a eu quand même Cuba qui nous a aidés, où il y a eu les médecins de Cuba qui sont venus entre Guadeloupe et Martinique pendant le Covid. Mais au quotidien, la coopération économique n'existe pas. Mais ça, c'est dû aux freins que nous avons avec l'Europe. Voilà. Mais mon ami, il parlait tout à l'heure des dessertes aériennes qui pourraient faire plus sur la Caraïbe. Mais nous, aujourd'hui, économiquement, on pourrait faire plus. Mais pour cela, il faudrait commencer d'abord par développer l'agriculture, développer l'artisanat un peu plus pour que nous puissions aller en concurrence sur les marchés de nos amis, de nos voisins de la Caraïbe. Donc, nous pouvons arriver à cela. Mais pour le moment, il nous faut vraiment nous mettre au travail sur le territoire de l'archipel Guadeloupe, développer l'agriculture, développer l'artisanat. Nous pourrons aller vendre et nous pouvons aussi aller pêcher autour de la Guadeloupe. Alors, la coopération régionale, on en parle depuis très longtemps. Pourtant, on a l'impression que ça piétine. Qu'est-ce qui coince selon vous? Qu'est-ce qui coince? Parce que nous allons vendre quoi aujourd'hui en interrégional? Nous allons porter nos idées, certes, nous allons faire du sport, nous allons sur le domaine culturel, mais économiquement, qu'est-ce que nous pouvons aller vendre? Nous ne pouvons pas aller vendre de la canne. Ils ont de la canne et la canne, c'est pour faire le sucre, pour vendre à l'extérieur. D'accord? Les ignames viennent déjà de l'île voisine, mais est-ce que nous pouvons aller vendre nos ignames? Nous n'en avons pas assez, nous en avons à peine pour manger. Donc, si nous commençons par planter des choses que nous pouvons partager, tout le monde ne plantera pas la même chose. Si on nous emmène des ignames, on peut envoyer des carottes, on peut envoyer d'autres choses. D'accord? On peut créer d'autres choses sur le plan artisanal et aussi sur la transformation des produits. On peut vendre autre chose. Mais n'empêche qu'il faut commencer par mettre en place un système économique qui peut le faire. Et cela, lorsque nous serons pays territoire d'outre-mer, n'est-ce pas, Monsieur Plaisir? Nous pouvons immanquablement travailler avec les régions approximatives au lieu d'aller jusqu'à 8000 km. D'accord. Michel Brun. Eh bien, qu'est-ce que j'ai choisi vos documents? Alors, le commerce de proximité. Les loulous, alors. Ben, c'est exactement ça, les loulous. Alors, en le lisant là, j'ai pensé à une personne d'âge, permettez-moi l'expression, une personne d'âge qui détient toujours un petit loulou. Et c'est vrai qu'en discutant avec elle, je me suis rendu compte des problématiques que ça pouvait poser. Comment aujourd'hui faire coexister ces petits commerces ou ces commerces de proximité avec la grande distribution? Comment faire en sorte que ces personnes qui, quelquefois, parce que ça avait un rôle social très important il y a peut-être une vingtaine, trentaine d'années, je me rappelais souvent lorsque j'allais, moi, à la boutique pour maman et papa, ils me disaient, bon ben, tu vas, tu demandes et tu dis de maquiller.
D'accord? C'était ça l'expression avant, qu'il fallait demander à la personne de noter sur un petit carnet ce que nous avons pris et ce que j'ai pris. Et à la fin du mois, maman allait avec quelques moyens qu'elle avait pour régulariser sa situation. Et c'est vrai que ça avait un rôle social Avez-vous important. l'impression, Michel Brun, Oui. que lorsqu'on parle de développement économique, on pense justement à ces commerces de proximité? Alors c'est où je voulais en venir. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce rôle social n'y est plus. Maintenant, quel est le rôle économique de ces structures-là? Comment fonctionnent ces structures? C'est vrai qu'à un moment donné, il y a une disparition de ces structures, de ces éléments, mais en même temps, depuis quelque temps, et en particulier depuis LKP, il y a eu quand même une petite, résurgence de ces commerces de proximité qui se sont adaptés à la concurrence. Et c'est vrai que nous avons ces personnes qui, malgré tout, font un travail intéressant, mais là où ce serait beaucoup plus intéressant, c'est en termes organisationnels. Comment organiser, ces structures pour que tout simplement, ils viennent des véritables moyens, premièrement, de distribution des produits intérieurs. Parce que là aussi, il faut aussi distribuer les produits intérieurs, c'est-à-dire l'igname, la banane, toutes les productions agricoles que nous faisons, et aussi des distributions de biens. Deuxièmement, comment organiser ces gens-là s'ils doivent importer un certain nombre de biens? Comment organiser? Parce que là aussi, lorsque vous voyez les prix auxquels ils sont malheureusement obligés de faire face pour pouvoir être rentables sur le marché, parce que bien évidemment, si vous vendez exactement comme le supermarché qui se trouve ça aux Abîmes ou à Bemao, vous n'allez pas vous en sortir. Vous, à la région, que pensez-vous faire pour justement ces commerces de proximité? Première chose, alors faire en sorte que ces structures aient un certain nombre de capacités d'achat, à travers soit par exemple une centrale d'achat, faire en sorte qu'ils puissent, travailler, avoir les entrants nécessaires en termes de prix surtout. Faire en sorte que, et c'est une idée qui avait germé à un moment donné, sur laquelle j'avais personnellement travaillé après le LKP, faire en sorte que ces structures puissent bénéficier de moyens nécessaires. Et Alain le disait aussi l'autre jour, par exemple en termes de, comment tu as appelé ça encore? Les centrales d'achat, mais surtout au niveau des ports francs, faire en termes d'entrepôt, faire en sorte que ces commerces puissent bénéficier de moyens pour leur permettre, de subvenir en termes de coûts, parce que toute la problématique de ces commerces, c'est qu'ils sont obligés d'acheter des fois très cher, et donc ils ne peuvent pas vendre malheureusement plus bas. Donc c'est des mondes, évidemment, comme ils sont ouverts en termes de temps beaucoup plus long, aujourd'hui à cause du Covid, ils sont malheureusement fermés, mais ce sont des commerces qui peuvent rester ouverts jusqu'à 22-23 heures en fonction du lieu d'implantation. Donc vous voyez bien aujourd'hui qu'il faut un travail axé sur ces gens-là, mais c'est surtout, et moi personnellement, permettez-moi de le dire, mais il faut que ces structures aussi fassent de la distribution de produits locaux. Merci. Guylaine Jeanne. Que tu as choisi. Que j'ai choisi. Mais que je vais demander, bien entendu, à M. Alain Plaisir, c'est son dada, n'est-ce pas, d'en parler, en tout cas de compléter éventuellement ce que je pourrais dire. L'octroi de mer, c'est quoi? L'octroi de mer, c'est une taxe spécifique qui a été créée effectivement pour pouvoir amener des recettes aux collectivités. Et puis depuis 1992, on a bien fait le constat, en tout cas l'Europe a imposé à ce que cette taxe-là, en tout cas cet impôt-là vienne taxer nos produits locaux. Ce qui fait qu'il y a une véritable concurrence qui s'est imposée à nous, effectivement, depuis 1992, et qui a mis la production guadeloupéenne en grande difficulté. Donc aujourd'hui, voilà, il y a un véritable changement. En tout cas, il y a une clarification. Et je le dis, je le répète, parce que nous avons vu au niveau des réseaux sociaux, certains se demander si nous avons cette volonté de supprimer l'octroi de mer. Non, nous n'allons pas la supprimer parce que c'est ce qui permet aux collectivités, ce qui représente environ 60% du budget des collectivités, ce qui permet aux collectivités effectivement de porter le service public. Nous n'allons pas la supprimer, par contre, il faut la clarifier. Je pense qu'il faut véritablement clarifier cette taxe-là. Et par ailleurs, il faut revoir les exonérations, puisque nous avons fait le constat depuis, de 2015 à 2017, si je ne m'abuse, qu'il y a eu près de 12 millions d'exonérations, non pas d'exonération, non pas aux petites entreprises, mais véritablement au lobby, ce qui est incompréhensible,
Donc nous allons effectivement revoir, réviser en tout cas ces exonérations-là. Et puis, Monsieur Plaisir l'a dit, Alain Plaisir l'a dit tout à l'heure, il va falloir quand même l'enlever au niveau de l'octroi de mer. Au niveau de l'eau, pardon. Au niveau de l'eau. C'est incompréhensible, effectivement, qu'on puisse payer de l'octroi de mer sur l'eau. L'eau, voilà. Merci. Un produit qu'on... Voilà. Merci à vous. Bernard Leclerc. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi? Les îles du Sud, non? Oh, l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Non, mais c'est un secteur, c'est une activité intéressante parce que maintenant, là, on subit le contre-coup d'un capitalisme sauvage et les gens ne se retrouvent plus. Il y a beaucoup de gens donc, qui sont laissés pour compte dans le système économique. Je pense aux îles du Sud, justement. Et l'économie solidaire et sociale viendra donc comme une forme d'équité sociale. Les entreprises se mettent en mutualisation, en coopérative, en forme d'association. C'est la recherche de la solidarité. Donc ça rentre dans le contexte et dans la sociologie du pays. Donc on n'aura pas de mal à travailler davantage dans cet esprit. C'est le volontariat, donc une forme tout simplement de mettre l'équité, je dirais, sortir l'idée du profit pour le profit et faire en sorte que les gens aient des prix intéressants. Donc ça va tout à fait dans le sens de ce que nous développons sur les grands axes de l'économie. On ne peut pas en faire. Est-ce qu'il y a de l'avenir pour l'économie sociale mais et bien solidaire? sûr, mais bien sûr, on est en plein dedans. Je vous parle des îles du Sud aujourd'hui qui sont en train de se dévider. Aujourd'hui, c'est indispensable. J'allais dire, on ne va pas en faire le pan essentiel de la relance économique, mais la région va devoir avoir une oreille attentive vis-à-vis donc de ce secteur d'activité en plein boom un peu partout, et notamment vis-à-vis des lolos. Pourquoi ne pas faire une chaîne, créer une espèce de chaîne justement où on pourrait donc aider ces gens-là dans ce sens-là. Merci. Et particulièrement pour les îles du Sud, je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là. Merci. Vous avez oublié Merci. un terme. Économie sociale, solidaire et circulaire. Et circulaire. Ouais, moi, je Oui. vais définir Il faut le dire, parce qu'il y a des gens qui économie travaillent déjà sur le et territoire sur ces questions-là. Exact. Merci. Alain Plaisir, votre thème. C'est le thème hein, que tu as commencé à aborder, gestion des déchets. Ouais. Bon, alors, je tiens déjà à féliciter mes amis, mes camarades, parce qu'ils ont été très bons. Ça prouve aussi que OSIPA, on fait de la formation. Ce n'est pas simplement un parti électoraliste, c'est un parti où on travaille, où les gens se forment et s'enrichissent. Alors, gestion des déchets. Alors, moi, je suis content que nous soyons un archipel, parce que nous sommes obligés de traiter nos déchets ici. Si on était un continent, nous envoyés dans un autre département. Et pour qu'il y ait gestion des déchets, il faut qu'il y ait tri sélectif. Ce n'est pas le cas en Guadeloupe. Je vais en France assez souvent voir mes enfants et j'ai mon fils qui vit en Bretagne. Il a 4 poubelles. Poubelle pour le papier, une poubelle pour le carton, pour la nourriture. Et donc le tri se fait au départ. Mais c'est pas Alors, tout. comment faire le tri? Gardez ce que Oui. vous êtes en train de dire. Comment faire la promotion du tri lorsque les poubelles qui sont mises à disposition disparaissent? Et que, bon, les Non. gens utilisent Non, les mais poubelles pas pour partout, pas partout. Non, non, autre non, chose. non. Et Non, mais ça, je peux... ça peut arriver. Non, mais ça, c'est un aspect aussi. Oui, mais il on va faut pas- dire on va les pas être- on va choses. pas être pessimiste. Alors Ouais. pas pessimiste, Ouais. mais est-ce que... En amont, et c'est là où je voulais arriver avec vous, et vous pourrez poursuivre, Oui. il ne faut pas une sensibilisation Ah oui. de la population. Tout à fait. Une éducation. Il faut une sensibilisation de la population sur ce sujet et sur beaucoup d'autres sujets. Donc, c'est aussi le rôle des médias d'informer. Alors, concernant le tri sélectif, il faut un tri en amont, c'est-à-dire qu'on trie déjà au domicile. Chaque citoyen fait un tri. Déjà, ça apprend la citoyenneté. Ce n'est pas des déchets, on va pouvoir sélectionner, on va trier. Donc, ensuite, il faut qu'il y ait des endroits où on peut traiter ces déchets. Et ce n'est pas les mettre dans un espèce de truc comme à la gabarre. Il faut qu'on puisse travailler ces déchets et qu'ils deviennent des matières premières. Alors, prenons un exemple. Il y a aussi au moins un exemple où ça marche, c'est pour les bouteilles, où il y a, je crois, Ecodec qui récupère ces bouteilles et on peut recycler et utiliser le plastique. Bon, mais il faut le faire pour tout. Il faut le faire pour tout. Il faut le faire pour le papier, le carton, le caoutchouc. Et ça, si on le fait, on crée des emplois.
Il y a véritablement une niche pour créer des emplois et des emplois de plus en plus qualifiés parce qu'on va faire appel à la technique, à la chimie, à toutes sortes de choses. Et donc, il faut faire ça. Et quand je dis que l'insularité, c'est une chance, parce qu'on nous dit, les experts européens, que nous avons un handicap structurel, c'est l'insularité. Et moi, je considère que maintenant, nous avons une chance parce qu'on est insulaire. Et si on a la volonté politique et la vision, on peut transformer tous ces déchets en matières premières. Parce que les matières premières, jusqu'à présent, on les achète, on les fait venir de l'extérieur. Donc, si on peut transformer le papier, on peut transformer le carton, les bouteilles en verre, on crée de l'industrie. Donc, c'est ce qu'ils appellent, un grand mot, hein, l'économie circulaire. C'est-à-dire qu'on part d'un point et on revient. Et donc... Et oui, ensuite, pour l'environnement. Donc, je ne dirais pas plus. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une volonté politique, mais il faut aussi des moyens. Or, ce n'est pas le cas, puisque c'est la compétence des EPCI, et ces EPCI sont en faillite, notamment à Basse-Terre, où au lieu de faire, d'enlever les ordures 3 fois par semaine, c'est à peine une fois, où les bornes ne sont pas, on n'enlève pas ce qu'il y a dans les bornes, parce qu'il n'y a pas de moyens, parce que Mme Michaud-Chevry et ses amis ont mis en faillite le PCI de Basse-Terre. Et donc, il faut qu'il y ait des moyens financiers pour pouvoir régler ce problème aussi. Merci Alain Plaisir. Nous avons un appel de téléspectateurs, une question pour vous. Bonsoir, nous vous écoutons. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, allô? Oui, allez-y. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Alors, je voulais vous poser une question. En fait, la production endogène, c'est très important pour l'île, mais sachant que sous la basse terre, le terrain est chlorlégoné, n'est-ce pas? Sous la grande terre, on peut parler d'Anse-Bertrand et Petit Canal, mais comment faire quand on voit que le département vend la majorité des terrains pour construire des résidences à côté de chez moi, c'est ça qui se passe à Sainte-Anne. On sait bien qu'on ne peut pas bouffer le béton. Comment faire à ce moment-là? Et M. Plaisir a évoqué le déchet. Moi, ça fait 11 ans, j'y travaille. Vous savez très bien qu'il n'y a pas de budget pour les bornes. Ils ne sont pas enlevés ou collectés. Moralité, c'est pour ça que vous voyez des bouteilles et des plastiques devant les bornes. C'est pour ça qu'on peut dire que les gens dépassent les bornes. Comment vous êtes? Merci beaucoup. Merci Bonsoir. monsieur. Merci. Alain Plaisir. Non, mais le monsieur a tout à fait raison. Concernant le problème de récupérer les déchets, c'est un problème financier. Et si vous avez des collectivités qui sont en faillite, qui sont en déficit, on ne peut pas rendre de service public. Donc, il faut rétablir les finances. Et pour rétablir les finances, il faut une bonne gestion. Une bonne gestion, comme un père de famille, il faut gérer recettes-dépenses. En Guadeloupe, on a tendance à dépenser plus qu'on ne reçoit. C'est-à-dire qu'on dépense et ensuite on se préoccupe des recettes, sans compter tous les problèmes de corruption. Donc il faut bien gérer et nous dirons à la région, pour bien gérer la région, parce que nous aimons les chiffres. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas les chiffres, mais il y a nécessité, avant de dépenser, de s'assurer des recettes. Et si on fait ça, les collectivités ne seront pas en déficit. D'autant plus que nous allons gérer mieux l'octroi de mer, puisque Mme Guylaine Jeanne a expliqué qu'il y a les exonérations d'octroi de mer ont augmenté de 12 millions en moins de 10 ans, enfin en 5 ans, depuis la mandature de M. Chalus. On est passé de 15 millions à 27 millions d'exonérations. Et quand on regarde quelles sont les entreprises qui sont exonérées, nous voyons des multinationales comme la société Ormat, qui nous a volé notre centrale géothermique. Vous avez dit voler? Eh bien oui, parce que ça a été acheté pour une bouchée de pain. Hein. Alors pourquoi dire voler? Ça a été bien acheté? Oui, ça a été acheté. Oui, bien sûr. Donc, ouais, alors, oui, ça a été boidé. Mais enfin, l'homme de la rue peut dire voler parce que ça n'a pas rapporté un centime. Ça n'a pas rapporté un centime à la collectivité guadeloupéenne puisque ça a été vendu à l'État. L'État encaissé. Qui a vendu? Mais qui a vendu? Oui. Non, c'est l'EDF. Ça appartenait à l'EDF. Mais c'est une source de richesse en Guadeloupe qui a bénéficié d'aide de la région, beaucoup d'aides, puisqu'il faut savoir qu'une exonération en matière fiscale, c'est considéré comme une aide. Donc pendant 30 ans, la région, Guadeloupe, a donné des aides à la société de géothermie de Bouillante. Donc on aurait pu récupérer cette centrale. Malheureusement, c'est resté propriété d'EDF, qui est une entreprise publique,
et ça a été vendu à l'État. Et c'est M. Macron qui a encaissé l'argent quand il était ministre de l'économie. Donc tout ça pour vous dire que nous, on aura une gestion beaucoup plus rigoureuse. Les exonérations d'octroi de mer ne seront pas accordées aux multinationales, comme cette société de Bouillante, ne seront pas accordées au groupe Accor, et on donnera donc exonération aux entreprises qui le méritent, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises qui créent l'emploi. Et ça nous permettra de donner un peu plus de moyens aux collectivités, notamment aux communes. Merci. Nous récupérons un autre appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. J'entends bien. C'est bon, nous vous écoutons, monsieur. Oui, bonsoir tout le monde dans ce plateau-là. Bonsoir. Bonsoir, M. Plaisir. Bonsoir. Oui. En cas, moi, je pose une petite question. Monsieur de Guadeloupéen, on a parlé créole. Oui, pas de problème. Ça va gêner pour nous, non? Non, pas du tout. Oui. À un moment, à LKP, vous devez faire un système de prix dans ces supermarchés-là. Oui. On est continent. Oui. Et après ça, quelques temps après, on voit qu'il a vu même bidon encore. Ça, c'est vrai. Ça, c'est une première question à poser. Et deuxième question à poser, qui pensez obtenir pour ces pêcheurs-là qui ont en grève là, qui ont entrer à ces bateaux-là? Et quand on pense d'ailleurs, et quand on pense de pour y aller essence là, pour y aller essence là, il faut acheter essence là. Parce que si on a payé essence là cher, il faut vendre poisson là cher. Et si on a payé essence là moins cher, il faut vendre poisson là moins cher. Alors, en bas des questions là, répondez-moi, moi, comme ça. Oui, d'accord. Merci, monsieur. Merci pour la question. Donc, effectivement, les LKP fêtes, nous te mettons en avant la lutte contre la profitation. Puisque ces prix-là très cher, il était très cher, il est cher toujours. Et quand madame on a parlé des problèmes des lolos, des petits commerces de proximité, pourquoi il est cher aussi? C'est parce qu'il n'y a pas qu'à acheter directement en France, il y a qu'à acheter en main des grossistes distributeurs, c'est-à-dire des grossistes. Bon. Et donc, ces gens-là, dans les rapports qu'il y aura fait sur la vie chère, il y aura dit que c'est ces gens-là qui a fait plus d'argent parce qu'il y aura fait des marges abusives. Il y aura prendre une marge. Et il a fait des rapports, il a fait au moins 2 rapports, le rapport de l'autorité de la concurrence, il a fait un rapport du Sénat qui a dit que ce n'est pas le transport et ce n'est pas l'octroi de mer, c'est principalement les marges abusives des importateurs. Donc, pendant LKP, on était parmi les négociateurs, on peut même dire on était négociateurs en chef par rapport au prix. Nous négocions avec toutes ces entreprises-là, ça, que ce soit Destrelan, que ce soit Champion, toutes ces entreprises-là, ça. Et nous devons un différence de prix d'environ 15% par rapport à la France, parce que nous considérons que ces 15%, nous peut expliquer 15%. Si nous avons 30-40%, voire 100% plus qu'en France, c'est parce qu'il y a une profitation. Donc, nous arrivons à faire baisser ce nombre de prix. Et puis là, nous fait baisser plus là, quand même, il faut nous dire ça, puisque c'est d'actualité, avec ces péchés-là, c'est prix à carburant, puisque nous devons faire baisser de 50 centimes, et nous devons mettre au niveau de la France, il était même moins cher qu'en France. Depuis, les grandes surfaces, ils ont augmenté le prix à eux. Mais nous savons ça, moi personnellement, je sais ça, puisqu'en café économie, on sait que là, il y a un rapport de force. Quand en face, il est obligé de céder, il va céder. Mais depuis où retirer, depuis où arrêter ce mouvement-là, eh bien, il va augmenter les prix. Et effectivement, il va commencer à augmenter les prix. Ceci dit, il y a des prix quand même qui restaient plus bas qu'avant LKP. Parce que nous négocions à la fois avec les grossistes, nous négocions aussi à un moment donné avec la région. Et en ayant en tête 2 produits que nous fait baisser très sensiblement, c'est l'huile qui était taxée par la région à 15%, nous fait taxer à 7%. Donc l'huile là qu'on est là, est nettement moins cher qu'avant. Parce que l'octroi de mer quand même, c'est un élément dans la formation des prix. Et notre revendication quand on emmenée, c'est par les couches pour bébés. Et les gens disent, ouais, Alain, par comprendre, toujours comment des couches pour bébé, on est si bon dehors alors. Non, c'est une question de justice parce qu'on sait que les gens qui consomment en pile couche et nous fait ces prix-là baisser aussi. Donc,
Globalement, on a raison à dire que les prix remontés à la hausse, parce qu'il n'y a pas de rapport de force, pas de mouvement, mais il y a quand même une baisse par rapport à la Martinique. Il faut savoir que dans les 3 départements d'outre-mer, là, Guadeloupe, Martinique, Guyane, c'est en Guadeloupe que les prix des produits alimentaires moins chers. Donc, ça c'est pour les prix. Et il n'y a pas à faire par rapport au prix. Il faut relancer donc, les négociations. Et là, à part obligatoirement le mouvement syndical pour revendiquer, c'est le pouvoir politique. Et nous, dans le programme, nous avons dit, nous avons demandé au gouvernement français de mettre en œuvre, de signer le décret permettant de réglementer les prix de première nécessité. Et le décret là, ça, il faut signer, mais il est possible de faire parce que l'article 410 du Code du commerce a dit que dans les endroits où il n'y a pas de concurrence, c'est le cas de la Guadeloupe, puisque c'est eux-mêmes, hein, c'est eux, les gros béquiers qui mettent d'accord pour mettre les prix. Nous pouvons signer un décret qui a réglementé le prix des produits de première nécessité. Donc, nous demandons ça. Nous demandons que signer des décrets là, parce que dans la loi, il est prévu que signer des décrets là, mais des décrets là, pas signer. Bon. Donc, ça, c'est pour les produits. Alors, nous avons déjà un appel de téléspectateurs. Oui. Alors, pour les pêcheurs, eh bien, pêcheurs, il faut qu'il y ait une négociation de l'État avec la SARA, parce que la SARA a un monopole. Et donc, nous avons dit que ce n'est pas la région qui peut négocier avec la SARA, c'est l'État. D'accord. Voilà. Nous récupérons un autre appel. Bonsoir, vous avez la parole. Oui, bonsoir, tu m'entends là? Oui. Oui. Oui, à devait poser M. Plaisir une question, pas vraiment une question. À la présentation à l'ISTA n'est pas pour mauvais, c'est pas mauvais. On peut dire bon. Mais en cas pour dire une question, pourquoi en beaucoup plaisir, pas toutes les positions en pays là, pour un bitin, beaucoup plaisir, pour flémin, pour selbogne. Pourquoi ce gars n'a pas rapproché en tête des listes? Les moyens, ce gars n'a pas la région, les moyens, il y aura Charles sur parler parce que moi, personnellement, depuis au moment en action politique, pour moi, c'est le président qui sont bien dans un pays là, en Guadeloupe, on va dire tout ça, il fait bon, et on va dire qu'il est parfait aussi, et il faut faire. Mais quand même, Guadeloupe est un cas vrai, parce que c'est seul groupe qui sont l'hôpital, qui a parlé dans l'hôpital entre les mais là, on va regarder, est-ce que c'est vrai qu'il fait café, ou quand c'est vrai à Bouga, il fait. Bon, par rapport à les autres présidents, par rapport à même dernier président, là, passé là, c'était pas le même monde. Parce que moi-même, personnellement, là où vous voyez Charles me poser, moi, je ne vais pas voter, il n'y a pas de cas croyable. Alors, monsieur, est-ce que vous avez une question, s'il vous plaît, puisqu'il y a beaucoup d'appels? Avez-vous une question? Mais c'était une question, moi, c'était ça. Plaisir, sans beaucoup moins aimé en l'eau, on va apprécier. Personnellement, sans beaucoup moins avoir défendre l'eau, pour la Guadeloupe. Mais il faut y accompagner bien. Ok, merci. Nous bien accompagnés, là. Hein. Alors, en clair, pourquoi est-ce que vous ne vous trouvez pas aux côtés d'Harry Chalus? J'ai bien compris. Il a dit ça? Non, il n'a pas dit ça. Non. Il a parlé de Selbonne, il a parlé de Flémin. Non. Il n'aurait pas dit ça. D'accord. Non, il n'a pas dit ça. C'est ironique, je crois. Je pourrais répondre, mais il n'a pas dit ça. Il n'a pas posé cette question directement. Avec M. Chalus, on est adversaire politique actuellement. On est adversaire. On n'a jamais été avec lui. Hein. Même dans la vision. Même dans la vision, on n'a pas. C'est deux mondes différents. C'est quelqu'un qui accompagne le mouvement là de la colonisation finalement, puisqu'on est dans un système où vraiment certaines personnes dominent la Guadeloupe. Et quand on parle de développement, certains pensent que quand on coupe un ruban lors de l'inauguration d'un prix unique ou d'une grande surface, c'est le progrès. Nous, c'est pas ça le développement. Le développement pour nous, c'est la production. Aider au développement de la production artisanale, agricole, industrielle. Donc, ce n'est pas du tout la même vision. On n'a pas du tout la même vision. Ni les mêmes ambitions. On a une ambition. On a une ambition pour. Voilà, on n'a pas le même parcours. On n'a pas la même vision, tout simplement. Voilà. De la gestion du territoire, de la gouvernance. Et de la dignité du peuple guadeloupéen. Et du respect de soi-même. Autre appel.
Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Oui, bonjour monsieur, bonsoir. Bonsoir. Oui, je suis mon alien. Et oui, je vous écoute, là, vous avez une bonne émission, là, ce monsieur qui parle là. Mais tous les gens qui sont passés, ils n'ont jamais parlé de l'embouteillage de Monalou, bon, c'est bon là. Le point Perrin qui va à Monalou là. Alors, vous pensez de quoi là? Qui est responsable? Qui est-ce qui va faire ce travail-là? Ah ben, tous les gens qui sont là, ils sont malades à cause d'embouteillage, la pollution. Depuis temps là. Quand vous quittez Pointe-à-Pitre là-bas, mon avis, il faut 2 heures de rester trajet. Et moi, j'ai vécu en France, il n'y a rien qui a été changé. Je demande, qu'est-ce que vous allez faire, vous? Merci, Ouais. monsieur. Merci. Ah ben, oui, je peux répondre. Hier, ça a été l'objet d'un meeting à Sainte-Rose, puisqu'il n'y a pas qu'à Morne-à-l'eau, c'est partout en Guadeloupe. Pour aller à Sainte-Rose, j'ai pris hier 1 heure pour faire 20 km. Bon, donc, quand vous allez sur Abaster, vous avez aussi un embouteillage. Ça commence à Petit-Bourg jusqu'à Sainte-Marie. Et du côté de Gauzy, c'est pareil. Donc, c'est pratiquement la Guadeloupe qui bientôt pourra plus se déplacer. Peut-être on ira plus vite en allant à pied qu'en prenant sa voiture. Donc, il y a un vrai problème. Et les gens qui ont dirigé la Guadeloupe jusqu'à présent, les différents présidents, ils ont pensé simplement à faire des routes, à faire des 4 voies et de faire des ronds-points. Vous avez pensé à d'autres moyens de déplacement? S'il y a d'autres moyens. Nous, on pense qu'il faut rapprocher le travail du domicile. Et pour ce faire, il faut créer d'autres zones d'activité. Et pour inciter les entreprises, les chefs d'entreprise, d'aller dans des endroits où, dans le premier temps, ils n'ont pas d'intérêt, parce que pourquoi les gens se mettent à Jarry? Parce que les embouteillages, c'est quoi? C'est parce que tous les gens sortent ou de Morne-à-l'eau vont à Jarry, ou de Basse-Terre vont à un truc. Donc, il y a pratiquement 20 000 personnes qui travaillent à Jarry, plus maintenant la zone d'Otémar qui se développe. Donc voilà. Il y a le bus des maires qui existe, que pensez-vous faire avec? Il existe. Donc, pour finir avec ça, ce qu'il faut, c'est créer des zones d'activité dans les régions un peu défavorisées. Donc le nord Grande-Terre, du côté de Morne-à-l'eau, le nord Basse-Terre, le sud Basse-Terre et les îles Marie-Galante. Et pour cela, il n'y a pas d'autre solution, c'est de créer des zones franches. Parce que ceux qui créent des entreprises, ceux qui regardent, c'est leur profit. Il est beaucoup plus intéressant pour eux de mettre un entrepôt, un hangar à Jarry, parce que ça sort le conteneur sort du bateau et 200 mètres après, c'est dans leur truc. Il n'y a pas de transport. Donc, ils regardent leur profit, ce qui est normal dans un système capitaliste. Ils regardent comment ils vont gagner. Donc, il faut créer une incitation fiscale. Et l'incitation fiscale, il n'y en a pas 1000 pour désenclaver les autres Jarry. Et pour que les gens aillent ailleurs, il faut relancer l'idée de la zone franche, qui était un peu d'actualité il n'y a pas très longtemps, et qu'on a complètement abandonné. Donc la zone franche permettra aux entreprises de ne pas payer d'impôts sur les bénéfices, d'avoir d'autres avantages, y compris, ça peut être aussi une suppression de la TVA. Et ça, c'est une négociation. Ce n'est pas du ressort de la région. C'est une négociation avec l'État. Pour dire à l'État, on ne peut pas admettre que dans ce pays, il y ait 60% de jeunes de moins de 25 ans qui ne travaillent pas. Merci. Donc c'est dramatique. Merci. Oui, merci. Bonsoir, nous vous écoutons. Je peux parler là. Allez-y, monsieur. Bon, alors je vous appelle car on vient de parler des poubelles que les gens récupèrent pour faire autre chose. Alors en Guadeloupe, est-ce que ce n'est pas possible de donner chez des particuliers des sacs poubelles qui ont des différentes couleurs, qu'il y a un tri sélectif à la base? Et puis, lorsque les gens iront pour, mettons, des verres, du plastique devant un conteneur, le mettre directement. Mais à la base, ces sacs poubelles, on fera un tri sélectif directement, et il n'y aurait pas de grosses poubelles en plastique que les gens le prennent pour stocker d'autres choses que les déchets ménagers. Merci, monsieur. Voilà, c'est une proposition. Qu'en pensez-vous? Bon, c'est une idée, hein, mais ça ne dépend pas directement de la région. La question du tri, hein, ça dépend des PCI, des communautés d'agglomération. Donc, c'est une idée, ça peut être adopté, c'est à étudier. Il faut voir si c'est intéressant. Ça
Ça se fait déjà, ça se fait par exemple en Suisse. Mhm. Mais eux, ils ont une avance incroyable sur la France et Sur la gestion des sur déchets. la gestion des déchets. Et ça permet effectivement de conscientiser les gens pour qu'ils puissent véritablement gérer leurs déchets. Et les gens reçoivent une amende s'ils se trompent. Par exemple, si au lieu de mettre le verre dans tel sachet pour le tri, s'ils se trompent, parce qu'il y a un numéro, on distribue des sachets aux familles, aux foyers, il y a un numéro qui correspond aux familles, à chaque famille. Et il peut y avoir un contrôle à n'importe quel moment pour qu'on voit si vous triez correctement les déchets. Donc c'est une politique qui, en fait, qui a permis, mais ça date, et qui fait que le tri fonctionne véritablement. Peut-être aussi avancer le coût. Comment? Le coût de tout cela. Donc, oui. Donner des sachets de couleurs différentes tout à, fait, à toutes les familles guadeloupéennes, ça a certainement un coût. Nous repartons du côté du téléphone. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Allez-y. Bien, Allô? nous avons... Oui? Allô? Oui, allez-y, monsieur. Excusez-moi, en nous avons parlé de circulation routière. La route engagée, la route mettée désengagée. Il n'y a pas des miracles. Parce que la Guadeloupe, il n'y a pas étudié le système à la Guadeloupe, c'est là qui est en place là depuis longtemps là. Pour te prévoir, faire un fonds réserve foncière pour te permettre à faire des routes en Guadeloupe. Mais pour faire ces routes-là, en cas point si Sainte-Marie, Sainte-Marie, là, où Sainte-Marie, en cas point là, sans l'embouteillage de Sainte-Marie jusqu'à Bananier, comment on pourrait régler le problème là ça? Parce qu'il faut décaser cases, ni des cases pour décaser. Non élu qui te dit comme ça, il a changé route là, il a fait voilà, qui gens qui fait. Il faut pas dire des choses qui ne sont pas réalisables. Parce qu'il faut payer ces gens qui n'y ont là déjà là. On leur va prendre. Qui réserve foncière ou ni? Pas de réserve foncière. Et seule solution, à nos familles, 5 voitures. Parce que chaque voiture, puis il travaille ailleurs, parce que tu as travail tel côté. Sauf que sont d'organisation de déplacement. Fait convoiturage. Est-ce que convoiturage, c'est pas une solution non plus? Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui travaille même côté là. Bon, parlez franchement, dis comme ça, pas ni moyen de résoudre le problème là. Et le problème là encore, une plus mauvais encore. Ils mettaient des radars pour ralentir ou plan encore beaucoup plus. Alors qu'ils ont fait ça, il y a d'autres butins pour solutionner en Guadeloupe. Regardez que moi, je dis que moi, je suis Guadeloupéen. En tant que Guadeloupéen, on ne reconnaît pas la France. On ne reconnaît pas la France. Mais langue, c'est créole. Parce que moi, apprends une langue en moins depuis enfant à maman. Moi. Qui premier mot, je dois apprendre à parler. Merci, monsieur. Merci beaucoup pour cette intervention. Je dis comme ça, je ne pas dire maman, je dis maman. Il faut se dire comme ça, pour apprendre le langage, il faut dire maman. Langue, c'est maman, on tout dit maman. Alors, on nous parlait qu'un Guadeloupéen doit être parlé. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Nous irons un petit peu plus vite et nous débuterons, puisqu'il n'y avait pas de réelles questions, nous débutons déjà le tour de plateau et puis nous récupérons un ou deux appels supplémentaires. Donc, vous avez la possibilité de vous adresser directement à cette population et rapidement sur ce tour de plateau. Je débuterai avec vous. Ah oui, avec moi. Oh. Maintenant, je comprends pourquoi on m'a mise là. Bon, ben écoutez, moi en tant que Guadeloupéenne, je suis rentrée aux Antilles en 2006. Et moi, ce que je veux vraiment pour la Guadeloupe, c'est une Guadeloupe qui avance, une Guadeloupe qui fasse attention aux personnes les plus fragiles, aux jeunes. Moi, je suis très
très intéressé par cette question de jeunes parce qu'on parle beaucoup de fuite de cerveau, etc., pour donner la possibilité de développer une économie, développer nos ressources naturelles qui puissent permettre de créer de l'emploi et que nos jeunes puissent trouver les conditions nécessaires pour pouvoir revenir en Guadeloupe, pour rester en Guadeloupe directement avec les formations appropriées, notamment des formations qui répondent aux besoins du territoire. J'ai à cœur aussi... Alors, rapidement, c'est vraiment un tour de plateau Oui, tout à fait. J'ai à cœur aussi pour la Guadeloupe de proposer, et je pense avec En Avant pour l'Alternative, une gestion politique plus responsable, plus intègre et qui respecte les citoyens guadeloupéens. Merci. Nous récupérons un appel et j'arriverai avec vous. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Votre question? Oui, vous m'entendez? Oui. Ah, ça passe très faible. Donc, alors, monsieur Plaisir, on va appeler des Saint-Anne. Monsieur Plaisir, on va penser au deuxième tour. S'il y a un deuxième tour, je vais présenter, il est passé, parce que ça a beaucoup de sagesse, on va répondre. Il s'est vraiment posé même, sans beaucoup apprécier. Bon, c'est dommage qu'il ne peut pas ça dans mon temps, mais il n'est pas obligé d'inquiéter. Il arrive à bout. Mais bon, mais ça, c'est ça, auditeur en premier précédent là, c'est au niveau embouteillage. Si nous avons des radars certains côtés, en cas où nous pouvons arriver en solution à ça, il n'y a pas ni pour autorité, pas ni pour le monde de mettre en point tout ça. Alors, regardez Capester, c'est vraiment ces radars-là. Alors, regardez Monalo, ces radars-là. Alors, il faut nous trouver une solution avec radar-là déjà. Et on vient placer justement à Borcédon. C'est vraiment, là, c'est l'enfer là. Et moi, j'ai pu constater ça en café route là, ça souvent. Et Capester, même non, parlons pas des petits bois à Capester, c'est infernal. Je me plains pour ces gens de Bastère, mais il faut trouver vraiment une solution. Et la solution aussi, c'est le transport. Il faut nous régler le problème à transport là. Mais franchement, appeler tes autres. Merci, monsieur. Par contre, qui gens pont politique, c'est pont bitin pour trouver une solution à ça. Et ils utilisent le transport, mais ils mettent à plat même. Et il y a des solutions. Merci beaucoup. Nous sommes quasiment arrivés au terme de cette émission. Il nous faut poursuivre le tour de plateau. Il n'y avait pas de questions. Donc, je poursuis ce tour de plateau avec vous, Damien Théophile. Alors, En Avant pour l'Alternative propose l'autonomie, tout le monde l'a compris. Je crois que ce qu'il faut que les électeurs comprennent bien encore, c'est que on voit beaucoup de partis politiques qui parlent d'autonomie maintenant. Mais il faut faire attention à ne pas se laisser un petit peu avoir par des gens qui s'approprient ces termes-là pour faire bien, parce que on est comme dans un mouvement un peu à la mode, entre guillemets. Je pense que ce qui est important, c'est de s'engager et de voter pour des personnes dont cette notion d'autonomie est quelque chose qui est vraiment considérée et comprise. C'est ce qui est très important, c'est que derrière, on puisse avoir les réponses aux questions et savoir de quelle façon on peut arriver à nos fins, les voies et les moyens pour arriver à cette autonomie. C'est pas n'importe comment, il y a des règles, donc il faut être précis. Et pour ça, avec Alain Plaisir, on a compris que la compétence est là. Merci. Émilienne Dorlipo. La fin bien vite arrivée, mais quand même, il fallait. Ça m'a été pour nous, pays Guadeloupe, c'est vraiment que nous vivons en pays territoire d'outre-mer. Pour nous, ça peut prendre les décisions qu'il faut pour le pays-là, lever la fiscalité en pays-là, mais pour nous, hommes et femmes Guadeloupe, savent que pour nous reconnaître nous en tant que Guadeloupéens, nous c'est des hommes et des femmes qui ont une spécificité. Lorsque d'autres monde qui arrivent en Guadeloupe, ils ont dit ils sont français, ils sont espagnols, ils sont anglais. Lorsque nous quitter Guadeloupe, il faut reconnaître nous en tant que Guadeloupéens, avec créole Guadeloupéen, avec mais c'est l'habitude Guadeloupe. Il faut nous arriver à faire bitin là ça. On sait le bitin en Kadijot là, ni on l'homme qui a parlé de l'autonomie, ni on l'homme qui a parlé de ça qui écrit au CIPA, parce que le CIPA, c'est l'université de la politique en Guadeloupe aujourd'hui. Alors sans comment des autres, peuple Guadeloupe, converti, ça autres apprendre en voix.
et convertir ça autres à prendre en voix, mais vraiment pour la liste qui écrit depuis longtemps, c'est Alain Plaisir. Tout ça autres quand on dans la rue là, l'autonomie, c'est Alain Plaisir qui écrit. La conquête du marché intérieur, c'est Alain Plaisir qui écrit. Donc, les occasions de qui dit ça, ils apprennent li aussi pas. Ils créent liste parce que moun sorti aussi pas créer liste. Moun assi pas sorti aussi pas ayant les d'autres listes. Mais la base reste et demeure les écrits d'Alain Sipa. Donc, convertissez les voix en... Alain Plaisir, c'est le SIPA. Donc, convertissez ce que vous avez appris en voix pour la liste, en avant pour l'alternative. Merci, Michel Brard. Alors, je souhaité revenir si son auditeur dit là, c'est problème à embouteillage. Alors, nous pas revenir dans les problèmes. Non, c'est pas conclusion. D'accord. Revenir dans ça en termes de conclusion. Pourquoi? Parce que je là, on peut pas parler ni des problèmes à voiture, ni des problèmes à chimie, ni des problèmes à transport collectif, mais véritablement des problèmes en qui gens monde qui a fait déplacer en Guadeloupe. Et là, nous avons parlé de ça, nous avons créé développement touristique, qui sont en réalité que moi d'accord avec ça, si on se terme de points. Et là, nous avons parlé de problèmes. Ça veut dire c'est autant de monde comme était aussi en chimie là. Donc, réflexion là, qui doit être faite, et à ce sens-là, ça, nous sommes en train de travailler au niveau à l'implaisir, au niveau à l'ESIPAE, si groupe en avant pour l'alternative, c'est travail, c'est réflexion là, ça. Qui j'ai moun qui fait déplacer en pays là, ça. Qui j'ai moun qui fait sortir, par exemple, sortir Bastet, ailleurs, et quel que soit genre qui en voiture, parce qu'il n'y a pas rien qui c'est vraiment une conclusion, hein. C'est ça, c'est en conclusion. À pas quel que soit genre la nuit là. Son moun qui gelait sorti Bastet puis la pointe, les sorti bouillon puis Bastet, qui en voiture, qui à pied, qui quelque soit gens qui a bicyclette, qui j'ai un café. Et donc c'est son réflexion en niveau de là par rapport à pays là ça. Comment organiser pays là ça et comment faire en sorte que pays là aille plus loin. Merci. Et c'est pour ça qu'elle a l'ajoute là aussi. Merci Guylaine Jeanne. Oui, alors très chère population de Guadeloupe, aujourd'hui la Guadeloupe est Aujourd'hui, la Guadeloupe est à la croisée des chemins, n'est-ce pas? Il faut qu'on puisse trouver, en avant l'alternative propose une voie pour pouvoir enlever la Guadeloupe de ce marasme actuel. Je vous demande tout simplement, et puis je sais, puisqu'on a beaucoup parlé, que vous êtes emprunt à ne pas aller voter. Je vous demande, pour éviter effectivement que l'on décide pour vous, il faut véritablement aller voter et aller changer effectivement la donne actuelle. Dans cet espace qui vous appartient, faites le choix de l'avenir, faites le choix du protectionnisme guadeloupéen, faites le choix de la priorité de l'emploi guadeloupéen, faites le choix de l'alternative, d'en avant alternative avec Alain Plaisir. Alors votez et allez voter en avant alternative. Merci Bernard Leclerc. Alors moi je vais m'adresser directement donc aux gens des îles du Sud, parce que je suis Marie-Galantais. Je ne néglige pas, bien sûr, tout le travail, tout le monde a parlé de la Guadeloupe, mais avec Alain, on a souvent discuté, et l'aspect archipélagique, je dirais, de la Guadeloupe, tout le monde n'a pas tout le temps, je dirais, vraiment la compréhension de ça. Et en discuter souvent avec lui, je pense qu'il a pris conscience que nous avions un retard vis-à-vis des îles du Sud, une 50aine d'années par rapport au continent, si je peux dire ça. Donc mon but aujourd'hui, c'est d'être un petit peu le porte-parole des îles du Sud, des Marie-Galantais, des Édiradiens, des Saint-Ouen, pour qu'il y ait une voix, pour qu'il y ait quelqu'un qui soit avocat, je dirais, de cette cause, et que nous ayons à mettre, je dirais, sur un plateau tous les grands dossiers de manière à développer ces îles qui sont en train de mourir. Je pense à Marie-Galante aujourd'hui, 30 000 habitants. Il y a 25-30 ans, aujourd'hui, il y a 8 000 habitants. Je ne parle même pas des Saintes et de la Désirade. Ces îles-là sont en train de mourir, chaos debout, pris encore, je dis, en otage, parce que tout simplement, il y a un problème de pêche. Je ne suis pas contre, mais on ne peut même plus naître à Grand-Bourg de Marie-Galante à Marie-Galante tout court. Ces pays-là sont en train de mourir. Donc, je pense qu'il faut quelqu'un, il faut vraiment une prise de conscience générale pour voir ce qu'on peut faire pour les îles du Sud. Et moi, je dis aux gens des îles du Sud de voter pour Alain Plaisir, parce que la question du Conseil des îles sera mise sur un plateau. Et si on n'a jamais entendu parler des îles du Sud et de Marie-Galante, je peux vous dire que personnellement, issu d'une famille marie-galantaise, que ça soit le Christ lui-même, il entendra parler de Marie-Galante et des îles du Sud. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Je saurai toucher du doigt qui je dois voir pour imposer qu'on règle les problèmes des îles du Sud. Merci Bernard Leclerc. Alain Plaisir. Mais moi, je voulais
lancer un appel aux Guadeloupéens, et je voudrais aussi lancer un message d'espoir, parce que les Guadeloupéens souffrent. On a parlé des embouteillages quotidiens, mais on pourrait aussi parler de la question de l'eau. On pourrait parler de la question du chômage qui touche des jeunes et des moins jeunes. Donc, on pourrait penser que c'est une fatalité, qu'on est appelé à vivre cette situation. Et nous pensons, dans cette liste En avant pour l'alternative, qu'il y a moyen de régler bon nombre de problèmes. La question de l'eau, nous voulons régler le problème de l'eau en finançant donc, le changement des canalisations. Nous voulons régler le problème de l'emploi en mettant en place des régimes économiques qui permettront de développer l'emploi au niveau de la production agricole, artisanale et industrielle. Et donc, c'est ce message d'espoir pour dire que rien n'est perdu et que ça dépend des Guadeloupéens. Nous demandons aux Guadeloupéennes et aux Guadeloupéens de voter massivement pour notre liste parce que nous représentons l'espoir. Tous ceux qui sont passés ou tous ceux qui envisagent de revenir au pouvoir, eh bien, ces personnes-là ont échoué. Et donc, il faut proposer autre chose. Et nous sommes la liste qui propose une alternative. Donc, Guadeloupéennes, Guadeloupéens, votez pour la liste En avant pour l'alternative. Voilà, merci d'être venu sur ce plateau. Demain, nous aurons donc 2 émissions. Donc, une émission demain soir à 20h, mais nous aurons aussi une émission demain à 14h. Donc, suivez cette émission et vous aurez donc à appeler, à continuer à appeler. Alors, non pas 14h, mais 12h demain. Donc, 12h, nous aurons donc une liste, je ne vous dirai pas laquelle. Et à 20h, nous en aurons une autre. Donc, soyez au rendez-vous. Et merci à tous ceux qui nous ont appelés. Merci pour toutes ces questions. Merci pour toutes ces réactions. Et je vous le dis encore, ces émissions politiques vous appartiennent. Vous avez la parole. Vous avez votre mot à dire pour la construction de la Guadeloupe. Excellente soirée à tous.